Ça y est, je suis rentrée. Et tout ce que nous avons vécu me revient en boomerang. Le réveil à 5h du mat avec le soleil qui illumine et réchauffe la tente, en se demandant tous les jours comment tu tiens le coup. Sortir de la tente, plus ou moins facilement en fonction de l'âge. Commencer la journée avec un cours de Qigong et enchaîner avec un thé et une bassine d'eau chaude qui fera office de douche. Prendre un petit déjeuner 3 services, en se disant que le lendemain tu mangeras moins. Mais ça n'arrive jamais. Boire de la tatopanie à longueur de journée. Découvrir la richesse de chaque personne du groupe en découvrant l'histoire, le courage et la force qui se cachent derrière chaque sourire. Donner le meilleur de soi-même pendant les journées de soins, en essayant de trouver le juste milieu entre prendre le temps nécessaire et être suffisamment efficace pour voir tout le monde. Apprécier la logistique, l'efficacité irréprochable et le grand sourire de notre équipe népalaise. Se nourrir des paysages à couper le souffle. S'unir tous les soirs en dansant la vie. Sur des chansons népalaises à peine trop longues. Accepter que tu partais en pensant aider les autres, mais que la personne que tu aides le plus, c'est toi-même, que tu le veuilles ou non. Faire des rencontres formidables et intenses pendant 15 jours. Et quitter tout le monde en un instant dans une file d'aéroport, avec le cœur qui pleure. Oui, j'ai encore du travail en termes de détachement. Alors, depuis le fin fond de ma petite Belgique, je voulais vous dire merci. Merci à vous tous du fond du cœur. Bise, la petite jeune. निशुल्क शिविर हुने सम्बन्धी सूचना पहिला पाइलाको आशाद्वारा आयोजित पाठीघर मुखको क्यान्सर परीक्षण passant depuis plus que 10 années. On a vu animer des stages. J'ai connu l'association Paila Paila Coacha par une amie de la France qui est une ancienne étudiante de Passagne. Et j'ai décidé de traverser l'océan. Je suis du Québec, Canada. Alors, donc, c'est la deuxième fois que je participe à un voyage humanitaire avec l'association Paila Paila Coacha. Ça fait plusieurs fois que j'ai envie de venir, mais enfin c'est réalisé que cette année, en plus, il y a un voyage pour les soins, donc, qui correspond à mon profession. J'ai déjà fait des missions par le passé, donc j'imagine des choses, mais chaque mission est différente, donc je sais que ça sera une belle expérience enrichissante. Ouais. Naturellement, on a tous quelques idées de ce voyage. Donc, mon idée, c'est quand même à la fois en faire ce qu'on sait faire, les soins, pour ici les gens qui ont besoin. Ça, c'est la première. Et en même temps, je pense on profite aussi de cet magnifique pays, cette magnifique de chaîne Himalaya. Voilà, c'est une grande motivation aussi. Alors, donc, ça fait les doubles actions. Qu'est-ce qui me motive à participer à cette mission? Donner mon temps. En fait, si je pouvais faire ça tout le temps, c'est ce que je ferais. C'est quelque chose que je trouve enrichissant, de pouvoir donner autant et de recevoir, en fait, parce qu'on reçoit beaucoup quand on donne comme ça. C'est pour aider, en fait. On a des outils merveilleux. Moi, je suis ostéopathe à la base et puis je me dis, j'ai mon travail partout avec moi, avec mes mains. Donc, je me dis, pourquoi pas offrir ça au plus de personnes possible. Ce mois d'avril 2024, la jeune association Paila Paila Coacha organise son deuxième voyage humanitaire solidaire. Il est où Jean-Pierre? Jean-Pierre, il est là. Je sais pas qu'est-ce qu'il fait lui, mais il trafique des choses. Comme moi. Une bise avec le mât. 28 personnes se sont inscrites cette année, des infirmières, ostéopathes, opticiennes, sages-femmes, gynécologues, énergéticiennes, acupunctrices, kinésithérapeutes et médecins généralistes.
Toutes ces personnes se sont portées volontaires pour soigner des villageois dans les vallées isolées de la région du Solukhumbu au Népal. Cette année, le voyage entre Katmandou et le Solukhumbu se fait en avion. Au lieu des 10 heures de 4x4 sur des pistes chaotiques, nous rejoindrons l'aérodrome de Paplou en 45 minutes. Moi j'ai bien dormi en tout cas. J'ai mieux dormi que ça. Nous prenons aussitôt la route pour le village de Bassa où nous sommes attendus, qui se trouve dans la vallée voisine de celle de Paplou à environ 2h30 de 4x4. Ici, les villages sont reliés entre eux par des pistes, très souvent en mauvais état, à cause de glissements de terrain provoqués chaque été par la mousson. नमस्कार त्यसैले दाइ Nous étions déjà ici à Bassa l'an dernier, lors de notre premier voyage. Cette année, les autorités du village nous ont demandé de revenir, afin de donner des soins à toutes les personnes que nous n'avons pas pu recevoir l'année dernière. Et nous sommes surpris et très touchés par l'accueil joyeux que nous réservent cette année les habitants du village de Bassa. साथै यहाँका हाम्रा वडा अध्यक्षज्यू र यहाँ आउनुभएका सम्पूर्ण आमा बुवा दिदीबहिनी दाजुभाइ सबैलाई मेरो नमस्कार। J'ai dit que mon cœur, une partie de cœur, il est au Népal et j'ai dit que je suis venu faire vraiment des soins dans des villages parce que il y a beaucoup de problèmes et puis surtout le système de santé au Népal c'est pas la même chose qu'en France. Gaurav Rai, le responsable du district qui a tenu à nous accueillir encore cette année, nous souhaite la bienvenue. Guests, doctors, nurses.
Les habitants de Bassa vivent ici une vie paisible, en pleine nature. Ils cultivent leurs légumes et élèvent des animaux pour leurs besoins quotidiens. Certains vont vendre leurs produits au marché de Saléry, dans la vallée voisine. Mais cet isolement n'a pas que des avantages. Avec le poids des années et la fatigue accumulée par le travail quotidien sur les pentes de la montagne, l'accès aux soins élémentaires qui permettraient de soulager ces corps fatigués est quasiment inexistant. Mais alors comment expliquer que les habitants de ces villages sont toujours d'une très grande gentillesse et toujours prêts à vous offrir leur sourire? Ce qui me motive pour faire ce voyage, c'est la 3e fois que je viens au Népal en 2 ans. Donc j'ai une grande motivation de venir ici parce que dès ma première expérience au Népal, j'ai vraiment ressenti l'énergie de ce pays. J'ai vraiment ressenti, pour moi, je ressens une paix quand je viens ici. Je me sens à ma place. Les rapports humains sont totalement différents qu'en Occident et ils sont très faciles, les gens sont très accessibles et pour moi c'est ce qui me correspond le plus, le mieux et je pense qu'avant tout je viens Les premiers patients sont arrivés très tôt ce matin, avec l'espoir que l'on trouve un moyen pour soulager leur douleur. En quelques minutes, les habitants des villages voisins sont arrivés nombreux et le rythme des accueils n'a fait que s'accélérer pour atteindre un niveau qui ne baissera qu'à la nuit tombée. यहाँ सबैलाई नमस्कार म यहाँ वडा नम्बर 3 को वडाध्यक्ष अमित राई यो जो अघिल्लो सालदेखि तपाईले वार्षिक रूपमा यो निशुल्क स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्दै हुनुहुन्छ पाइला पाइलाको आशा संस्थाले यो संस्थाप्रति यहाँको जनसमुदाय यहाँको गाउँपालिका हामी समग्रमा जनप्रति खुसी छौं र तपाईहरुको जो यो सेवा छ अत्यन्तै सराहनीय छ जो तपाईहरुको यो संस्थाबाट सेवा लिने मान्छेहरु पनि निकै सकारात्मक छन् निकै राम्रो भएको प्रतिक्रिया हामीबाट पनि दिनुहुन्छ र आगामी दिनमा पनि तपाईहरुले यो संस्थाले यो ठाउँमा हाम्रो गाउँपालिका जनताहरुलाई तपाईहरुले निरन्तर रूपमा चाहिँ सेवा दिनुहुन्छ भन्ने हाम्रो आशा छ र सेवा दिनु नि पर्छ यस्तो खालको संस्था थुप्रै संस्थाहरु आएको छन् तर यो पाइला पाइलाको आशाको संस्था जतिको उत्कृष्ट संस्थाहरु यहाँ अहिलेसम्म आएको छैन हामी खुसी छौं हाम्रो जनता पनि खुसी छन् I need a translator. Okay. समस्या छैन है तपाईले के भयो भने अघिदेखि डर लाग्यो नि La communication dans le district de Saléry a bien fonctionné et la nouvelle de notre venue à Bassa s'est répandue dans toute la région. Mais les villages sont éloignés les uns des autres. Cette année, nous avons décidé de mettre en place un service de navette pour aller chercher les patients dans les villages les plus reculés et leur éviter ainsi de longues heures de marche. De quoi souffre cette dame? Alors, elle a des douleurs de dos depuis X années, elle ne sait plus combien de temps. Alors, ce qu'on a constaté, tout son
bassin, il s'est tourné. Il doit avoir le pied. On ne peut plus tourner vers l'extérieur, ça crée beaucoup de douleur sur le dos. Du coup, elle a beaucoup de compensation sur sa jambe droite, le genou droit. Le péroné, toute cette partie-là, il est complètement tourné. Donc, je fais une séance à acupuncture pour soulager toutes ces douleurs. Après, on va travailler avec l'ostéopathe. Chacune dans leur spécialité, les soignantes sont maintenant en face de ce qu'est la réalité de ce voyage humanitaire, aux conditions de travail et aux moyens techniques tellement différents de ce que l'on connaît chez nous. Il est un peu parasité. C'est parasité quand je le branche sur l'électricité. Ça veut dire parasiter? Parasité, ça fait plein de petits parasites sur l'électron. Qui n'a rien à voir avec son état de santé, c'est un problème technique. Voilà, c'est un problème technique, d'interférence avec l'électricité, je ne sais pas pourquoi. Je ne suis pas électricien. Ça le rend illisible, l'électro? Peut-être pas, mais il n'est pas très interprétable. C'est mieux comme ça. La différence, elle est énorme. Les femmes enceintes, elles sont toujours ravies de voir leur bébé. Malheureusement, on a aussi découvert 2 grossesses arrêtées. Donc ça, c'était touchant aussi, sans vraiment avoir leur vocabulaire et puis sans savoir connaître leur culture, ce que ça pouvait signifier. Ouais. Alors moi je fais partie des personnes qui ne sont pas médecins. Comme mon métier est artiste peintre, c'est vrai que j'ai été très observatrice des visages, des regards et ce qui est très particulier et très singulière à la culture népalaise, c'est vraiment la douceur et la bienveillance dans le regard des personnes. Et il y a une douceur que pour moi on n'a pas du tout en France. Tout le monde est venu avec ses bobos, des gros comme des petits. Pour ces gens éloignés des centres médicaux, l'important c'est d'être examinés, d'être écoutés et soignés. Certains d'entre eux n'ont pas vu de médecin depuis des années. Et une grande partie de leurs problèmes de santé peuvent être résolus de la manière la plus simple. Oh là là. J'ai peur de faire mal. Oh là là. C'est bon. It's good. A bear attack. It's a bear. Bear. Cet homme a fait une mauvaise rencontre. Un ours, comme ça arrive souvent dans ces montagnes. Yeah, he has an operation. And the bear is dead. He has an operation. No. The bear is dead? The bear is dead? No. Nous sommes au soir de cette dernière journée de soins à Bassa. Ces 3 jours ont été intenses pour toutes les équipes. 600 personnes sont venues consulter, dont 280 en gynécologie. Une telle affluence traduit bien les attentes et les besoins en termes de santé de ces populations rurales. L'utilité ici de notre action ne fait aucun doute. Notre équipe de soignants fait aujourd'hui une halte dans ce lieu qui est très cher à Pasang, mais aussi à tous les membres de l'association française Ketaketi à venir. Bienvenue au centre d'accueil du HCMC, l'association népalaise qui recueille des enfants en grande précarité dans le district de Saleri.
Dorje Sherpa est à l'origine de cette institution. Ce centre d'accueil a été inauguré en 2019. Il abrite maintenant 70 enfants qui reçoivent protection et éducation. L'association Ketaketi Avenir a mis en place un système de parrainage pour ces enfants, pour le financement et le fonctionnement de cette structure. Des voyages de parrains et de marraines sont organisés régulièrement. C'est lors de l'un de ces voyages que Sophie a fait la rencontre de la petite Doma, une enfant handicapée. Ce fauteuil, il vient de France. Il a été généreusement offert par une technicienne spécialisée dans ce matériel orthopédique pour les enfants handicapés. Suite à un voyage que l'on a fait il y a 5 ans en arrière, on a rencontré dans un village une petite fille lourdement handicapée de 2 ans. Et dans mon cœur, j'avais la mission de revenir avec du matériel adapté parce que je me disais en grandissant comment ça allait se passer pour elle, parce qu'elle est infirme moteur cérébral et tétraplégique. Et donc, à 2 ans, la famille la portait de bras en bras. Et là, je me disais en grandissant comment elle va arriver à vivre. Alors, dans mon cœur, j'avais gardé cet espoir de l'aider. Et aujourd'hui, 5 ans après, eh bien, j'ai trouvé une généreuse donatrice qui a fabriqué ce siège adapté. Attends, donne la tête. Donc elle n'a pas un fil à tenir la tête. Elle est là-bas. Super, Doma. Bravo. Bravo. Voilà. Et je remercie vraiment Caroline parce qu'elle a fait un travail incroyable. Alors maintenant, j'espère que elle pourra en profiter pleinement. It's called Qigong. Qi is mean energy. You know? You practice the energy. Okay, you do again? Can you do again? Yes. What's your name? My name is Nari. Nari. Oh, nice. My name is Ge Sheng. My name is Ge Sheng. Press the go. Yes. Yes, again. Don't move your feet. Put your hand, your knee, and take up your head. Lisa. Yes. Oh, very hungry. I want to eat him. Okay. Yes. Your stomach, your breast. Oh! Okay, so still very far. I go. Put your hand, your knee. Take up your head. Lisa. Je suis infirmière en fin de carrière
Et puis c'est vrai qu'un voyage humanitaire, j'ai pensé quand j'étais jeune, mais ça s'est pas fait. Et là, dans l'intervalle d'1 mois, j'ai rencontré 2 personnes donc, qui m'ont proposé ces voyages. Je me suis dit, ça c'est des signes, il faut vraiment que j'y réfléchisse. Donc j'ai réfléchi et je me suis dit que tout ce que j'avais accumulé comme expérience, il fallait que j'aille au-delà. J'avais un peu du mal avec le mot humanitaire, le mot solidaire me parlait beaucoup plus, parce que l'humanitaire, bon, tu mets un peu de tout et de rien, et puis on passe. Mais comment faire pour que notre passage ait un impact sur la population et dans le temps, quoi. C'est un voyage humanitaire où effectivement on est dans le bénévolat, mais c'est aussi un voyage humanitaire que l'on paye pour pouvoir y participer. Et il est vrai que le voyage nous amène tellement que c'est pas un problème finalement de financer ce voyage. Et l'expérience, elle est tellement enrichissante que je repaierais pour revenir en fait. Je me questionnais comment je pourrais servir à ces gens. C'était l'inconnu, mais je me suis dit, ça vaut la peine d'aller à la rencontre de l'autre. Alors moi, quand je suis arrivée ici pour travailler, je ne m'attendais pas à grand-chose. J'avais déjà travaillé en Afrique, donc je n'ai pas trouvé très difficile de m'adapter aux moyens qu'il y avait ici. Je me suis laissée porter en me disant, je ne peux pas faire comme chez nous, mais on va faire au mieux pour que ça se passe bien pour ces personnes-là, avec les peu de moyens qu'on avait à disposition. Et du coup, ce qui m'a motivée, c'était aussi une motivation personnelle d'aller découvrir un pays, une région, sortir de ma zone de confort et voir qu'est-ce que je pouvais apporter et comment je pouvais apporter aussi mes compétences, mes connaissances au travers d'une population dont je ne savais rien finalement, et avec une équipe avec laquelle j'ai dû apprendre à cohabiter en termes de prise en charge, et on a appris énormément des uns des autres. Mais ce qui m'a motivée, le voyage, l'aventure, l'ouverture et apprendre. Tout au bout de la vallée de Saléry, sous le massif du Numbour, un sommet qui culmine à près de 7000 mètres, se trouve le monastère de Thubten-Cheling. Ce monastère fut fondé au début des années 60. Des moines tibétains ont traversé la frontière, fuyant les persécutions de l'armée chinoise qui venait d'envahir leur pays. Trulsik Rinpoche était l'un d'eux. Il est devenu un maître d'une très grande valeur dans toute la région et bien au-delà. Ce monastère a pris de l'importance au fil des années. Il est devenu l'un des plus grands monastères du bouddhisme tibétain au Népal. Il abrite maintenant près de 500 religieux et religieuses. C'est là, dans ce monastère, que nous nous rendons pour nos prochaines journées de soins. Rencontrer les gens quand on est arrivé au monastère. Bon, le monastère, c'était pour moi énorme de rencontrer des gens qui vivent de cette façon dans un lieu paradisiaque. J'ai été très émue, même plus que ça. J'ai senti quelque chose qui m'a amené de la sérénité, plus que de la curiosité, de l'intérêt.
de rencontrer ces gens qui sont tellement accueillants, souriants. Donc ça m'a beaucoup plu. Ça m'a bouleversée. Et puis le fait qu'on vienne au Népal avec quelqu'un du Népal qui connaît, on est privilégié. Moi, je me sens privilégiée de faire ce voyage et que j'apprécie énormément. Je savais que j'aimerais, mais je ne pensais pas autant parce qu'on vit en symbiose, on découvre des lieux, des gens vraiment incroyables. Donc je suis sous un charme. Je savais que ça pouvait me plaire, mais je ne pensais pas autant. Je suis vraiment sous le charme du pays. Hello. Du fromage. Les journées à Thubten-Choling sont rythmées par les prières et les pratiques qui commencent tôt le matin pour se terminer au coucher du soleil, et notre arrivée au sein de la communauté ne changera en rien cette organisation immuable. Ce matin, les choses sérieuses commencent pour toute l'équipe de soignants. Un très grand nombre de religieux et de religieuses se sont inscrites sur les listes de consultation. Le rituel du matin, commencé avec l'aube, est sur le point de se terminer. C'est dans le réfectoire, qui sert aussi occasionnellement de grenier, que nous accueillerons les patients sous les portraits des personnages illustres qui ont marqué ce lieu. Ici, Trulsi Rinpoche en compagnie du Dalai Lama, qui a été son disciple, et puis sa réincarnation, le Tulku Nawang Tenzing Lodreux, né en 2013, que le Dalai Lama reconnaît toujours comme son maître spirituel. On va faire avec les kiosques, donc ça c'est la plus importante. C'est un lieu comme ça magnifique. Dans ce lieu magnifique dédié à la contemplation et la méditation silencieuse, il y règne aussi à certaines heures une grande activité. Pendant que des nonnes sont toutes à leur pratique spirituelle, d'autres se consacrent aux tâches quotidiennes pour le bon fonctionnement de toute la communauté. Rigdol est le médecin tibétain, le Hamshi. Il souhaite nous faire visiter son petit hôpital où il soigne les habitants de Thubten-Choling par la médecine tibétaine. Cette médecine traditionnelle des pays himalayens, de l'Inde, du Népal, du Bhoutan. Une médecine basée sur des textes anciens qui utilisent des plantes médicinales, des minéraux, des techniques de diagnostic comme la pulsation, l'observation des urines, l'acupuncture, les massages, etc. Ça c'est la salle de consultation. Ce côté-là, c'est la pharmacie.
Cette médecine est maintenant de plus en plus reconnue dans d'autres pays comme une forme de médecine complémentaire et alternative. C'est précisément cette complémentarité que nous sommes venus expérimenter ici au Népal, cet échange entre des pratiques millénaires et la médecine dite occidentale. Rick Doll nous sera d'un grand secours pour la traduction du népali au tibétain, car un grand nombre de nonnes de ce monastère ne parlent que cette langue. Un autre médecin népalais, Shagar Bandari, venu de Katmandou, nous accompagnera au long de ces journées en collaboration avec notre équipe. Alors c'est vrai que les villageois, ils sont confrontés énormément à la poussière et à la lumière extrême du soleil. Donc il y avait beaucoup de personnes qui avaient les yeux très irrités, très rouges, beaucoup de personnes qui avaient la cataracte aussi. J'ai eu énormément de personnes âgées qui sont venues, j'ai pu trouver des solutions par rapport à leurs problèmes visuels. Je leur ai proposé je leur ai montré un petit peu comment se nettoyer les yeux au quotidien, parce qu'on avait du sérum physiologique, on avait des gouttes, on avait pas mal de produits pour les aider sur le moment, mais c'est vrai que c'est vraiment que sur un court moment. Donc avec mon traducteur, on a vraiment essayé de leur expliquer des méthodes simples de nettoyage avec ce qu'ils avaient. Qui doit récupérer un traitement et qui doit voir l'officiel. Ah bah écoute, tous les deux, le traducteur doit envoyer directement. C'est pas grave. Tu l'accompagnes, il faut qu'elle voie le médecin pour son hypertension. You can do this for yourself. Yeah? You're fresh? Donc assez surprenant, mais globalement, voilà, les gens qui portent des charges, des souffrances dans le corps qui sont ancrées depuis longtemps. Et grâce au travail en fait, combiné entre l'ostéopathie et l'énergétique, en fait, on a travaillé à la fois sur vraiment les douleurs physiques, mais aussi le fait que ces douleurs, elles ont été portées dans le corps pendant très longtemps. Et donc du coup, il y a souvent aussi associé un côté émotionnel de vivre avec finalement cette douleur qui, depuis un certain temps en fait, dans le corps, et du coup de pouvoir libérer dans le physique, mais aussi voilà, dans l'émotion, la mémoire de tout ce que ça peut représenter. Et donc travail hyper intéressant et puis touchant avec les gens rencontrés qui sont souvent voilà, assez émus et satisfaits du fait qu'on a pu effectivement faire ces libérations. Donc, c'est très stimulant, c'est très chouette en fait, parce que le frein de la langue fait qu'on n'a pas d'autre option que de laisser parler le corps du patient et de lire avec nos mains. Je parle ostéopathiquement parlant et énergétiquement parlant. Donc c'est vraiment intéressant parce que instinctivement tout ça vient sous les mains, alors que quand le traducteur peut venir, souvent il nous confirme ce qu'on vient de trouver sur le patient, donc c'est vraiment stimulant, c'est génial, j'aime ça, c'est wow! Et il y en a une là-bas dans la salle de gynéco. Ah donc personne ne veut faire la... Alors il y en a une qu'on a pu examiner mais pas mettre le spéculum et faire le dépistage. On a pu le regarder. D'accord. Une deuxième aussi, et là il y en a une troisième. Mais voilà. J'ai fait des échographies dans un monastère, donc avec
des nonnes, on les appelle des nonnes. Elles sont beaucoup ménopausées, voilà. Oui, il y en a beaucoup qui sont ménopausées. Ménopausées, plus il y en a certains qui ont eu jamais eu de relations. Oui, justement, voilà. Donc c'est pour ça on va voir. C'est pour ça on va pas assister. Ok, on va pas assister. D'accord, ok. Non, je pense que c'est la première fois qu'elles avaient ce type d'examen. Elles étaient assez curieuses. D'ailleurs, la nouvelle s'est assez vite répandue quand elles ont appris qu'on pouvait regarder à l'intérieur avec l'appareil. Du coup, elles décrivaient toutes des douleurs pelviennes pour avoir l'écho. C'était assez touchant parce qu'elles étaient un peu gênées de se déshabiller. Et puis nous, de mon côté, c'était assez drôle de voir combien de jupons elles avaient fait pour se protéger du froid et puis pour pouvoir rester assis longtemps. Et elles étaient souriantes, assez ravies en fait d'avoir curieuses. Certaines priaient en fait avant l'examen comme si elles avaient peur qu'on leur dévoile quelque chose. Mais des beaux sourires et des beaux échanges avec ces nonnes. Les dépistages pratiqués pendant cette campagne ont malheureusement révélé, comme on pouvait s'en douter, des cas positifs de cancer de col de l'utérus. L'association a bien évidemment organisé la prise en charge des femmes dans ce cas. Le transfert dans les hôpitaux de Katmandou, l'hébergement pendant une semaine et les soins seront assurés par l'association Paila Paila Koasa. Je veux une petite photo. Oui. Hein? Allez, oui. Est-ce que tu as un petit traitement pour cette dame? Moi? Non, je parle à Franck. Non plus. Non, mince. Non, mais ça fait... Par contre, tu peux la faire. Elle a quel âge? Elle a quel âge? Elle a 55 ans. Et elle est ménopausée? Elle est ménopausée. Et ce que j'ai compris, il n'y a pas de démangeaison à l'intérieur au niveau vaginal, mais elle a des pertes. Elle a quand même des pertes, mais pas pertes blanches, pertes liquides. D'accord. Alors ça, si elle est ménopausée, qu'elle a surtout des démangeaisons et pas de perte, c'est peu probable que ce soit une mycose. Hein. Alors ça fait plutôt lichen. Une application par jour pendant 8 jours, une application tous les 2 jours pendant 8 jours, une application tous les 3 jours pendant 8 jours. Et puis si, effectivement... En tant que sage-femme, c'est vrai que je suis venue à ce voyage humanitaire au Népal pour faire du dépistage du cancer du col de l'utérus chez les femmes de tout âge. Et quand j'ai su que nous allions retourner, parce que je suis déjà venue plusieurs fois au Népal, et on allait retourner au monastère, je me suis dit, pendant 2 jours, je ne vais pas beaucoup travailler, j'aiderai mes collègues qui, elles, vont avoir énormément de travail à faire. Et j'ai été agréablement surprise de voir que même les nonnes sont venues en grand nombre pour qu'on puisse leur faire un examen gynécologique. Alors, c'est vrai que surtout ce qu'elles voulaient, c'est avoir une échographie gynécologique. Donc ma collègue a été vraiment débordée. Mais elles sont venues vers nous, les sages-femmes, pour qu'on puisse les examiner. Et là, waouh, ça a été vraiment un moment surprenant. J'en ai des frissons quand je vous en parle. Et c'est vrai que je suis quelque part rentrée dans l'intimité la plus secrète des nonnes. Peut-être des femmes qui n'ont jamais découvert leur corps à une autre personne. Et on sentait cette relation avec elles. Et on y allait tellement avec beaucoup de douceur, de savoir aussi quels étaient leurs besoins, jusqu'où elles pouvaient aller. Et on les a respectées et elles nous ont fait confiance. Ça a été un moment inouï. Vraiment, je crois que je m'en souviendrai toute ma vie. C'était un partage incroyable.
आज हामी चाहिँ माथि ढाप भन्ने ठाउँमा जाँदैछौँ। ढाप कि झाप्रे? झाप्रे हामी चाहिँ अहिले ढापबाट हिँडिरहेछौँ। Ce voyage humanitaire solidaire entre dans sa deuxième phase. Les journées de soins sont derrière nous. C'est maintenant le trek de découverte de cette région, des traditions et de la culture du pays qui fait vite oublier la fatigue de ces dernières journées de travail. Honnêtement, c'est vrai que moi j'étais plus attiré par le côté trek que le côté humanitaire. Mais bon, le mélange des deux me paraissait quand même intéressant. Et puis c'est vrai que l'idée que ce soit un humanitaire et que ce soit une équipe de médecins dont je savais, enfin de médical en tout cas, dont je savais qu'ils avaient des horizons différents, c'était plutôt sympa. Et du coup, je m'attendais, et j'ai pas été déçu de ce côté-là, à trouver des gens sympas, ouverts, puisque c'était pas la médecine classique, enfin pas uniquement. Donc c'était super. L'impact qu'aura ce voyage sur moi, bon, probablement il ne sera pas professionnel dans la mesure où, de toute façon, ma profession, je suis en retraite depuis 12 jours, et que donc du coup c'est vrai que ça ne changera rien de ce point de vue-là. Par contre, c'est vrai que ça va peut-être me changer sur la façon de voyager, parce que c'est vrai que cette façon de voyager permet d'aller beaucoup plus au contact des gens que ce qu'on peut faire habituellement. Pourtant, on a l'habitude avec Cathy de voyager en étant tous les deux sans organisme particulier, sans organisation, en louant juste une voiture. Bon, du coup, on s'imprègne bien de l'atmosphère des pays, mais on ne rencontre pas les gens en fait, puisqu'on est quand même tous les deux isolés. Et là, cette façon d'être en groupe, en plus un groupe managé par quelqu'un de local qui connaît bien les gens, et le fait d'être obligé de soigner les gens, donc de leur poser des questions, de les toucher, etc., ben ça permet effectivement d'entrer beaucoup plus en contact que ce qu'on peut faire dans un voyage traditionnel. Mais avant de partir vraiment pour la montagne, il nous reste à distribuer du matériel médical aux villageois du Solukhumbu. L'année dernière, nous avons offert à cette maternité un échographe. C'est celui qu'on a offert l'année dernière, c'est celle-là. Voilà. C'est celle-là qu'on a offert l'année dernière. Salle de l'échographie ici. Oui, ça c'est pour tout ce qui est... Cette année, c'est une couveuse qui vient enrichir l'équipement de la maternité. Ce matériel est financé par des dons de particuliers, mais aussi par les participants bénévoles qui payent dans le prix de leur voyage une partie de ces équipements. La couveuse, la voilà. On n'a pas pris le temps de la monter, mais c'est bien une couveuse. La distribution continue, cette fois à Patalé, un village proche de Saleri. C'est à l'école que nous nous rendons pour distribuer des uniformes pour les enfants. Ces vêtements sont offerts par l'association Esprit Montagne Népal, qui organise la logistique des treks de Paila Paila Koasha. आज चाहिँ यो पोसाक वितरण कार्यक्रम रहेको छ हामीसँग थोरै त्यसलाई चाहिँ हामीले औपचारिक रूपमा यो कार्यक्रमलाई सर्टकट हाम्रो सल्लाह भएको छ त्यसको लागि म यो पोसाक वितरण कार्यक्रमको अध्यक्षता
Les actions humanitaires que mène l'association Paila Paila Coassa ont certes une grande utilité, mais le grand projet et le but de la mobilisation des adhérents et des donateurs, c'est de pérenniser ces actions, d'assurer le suivi sanitaire des populations de cette région du Solukhumbu. Pour cela, un chantier a été ouvert dans le village de Tingla en vue de construire un hôpital orthopédique et centre de rééducation. Nous nous sommes rendus sur ce chantier. Il progresse très vite, malgré cet important travail de terrassement qu'il a fallu accomplir pour assurer une surface plane qui accueillera le bâtiment. Plus de 25 personnes travaillent sans relâche sur ce chantier, quelle que soit la météo. Ce sont des habitants venus de toute la région qui trouvent ainsi du travail et peuvent subvenir aux besoins de leur famille. Les plans, projections et représentations infographiques feront bientôt place à une réelle construction aux normes parasismiques indispensables dans cette région. Ou comment une idée portée par toute une équipe devient une réalité, comme cette route qu'il a fallu tailler dans la montagne pour accéder à la future installation. Ces images ont été tournées au mois d'avril, durant notre séjour. Au mois de juillet, les équipes en place nous ont fait parvenir des vidéos montrant une avancée des travaux à peine croyable. Mais le travail a dû être interrompu avec l'arrivée, bien sûr, dans cette région du monde de la mousson. Il ne fait aucun doute que par la mobilisation des équipes au Népal, mais aussi en Suisse et en France, cet hôpital sera opérationnel dans le courant de l'année 2025 pour le bien de toute la communauté. On marche bien, Nima? Ouais. On a un bon rythme? Ouais. Ok. Tu peux dire non, hein, Non, si on est trop lent. C'est tout bon. C'est tout bon, ok. On est dans les temps. Ouais. Voilà. Au service des gens. Et puis aussi dans un cadre très particulier avec Pasang, avec le fait de rentrer dans la culture d'une façon très insolite et finalement un peu l'arrière-plan ou l'arrière-scène, je sais pas comment dire. Donc c'est cette combinaison entre découvrir une culture mais y aller aussi pour apporter. Alors là, on va faire un petit exercice. Ça s'appelle le mudra, Mahamudra. Ok, mudra, c'est les impositions. Vous m'entendez? Là, vous m'entendez? Ok. Le mudra, c'est les impositions de main. D'accord? Donc, de différentes manières de poser les mains quand on fait les méditations. J'ai vraiment énormément appris, encore plus que ce que je pensais. Et oui, mon voyage, je pense, me laissera des traces pour le reste de ma vie. C'est une belle transformation. Vraiment, il y a vraiment quelque chose qui se passe ici. Et c'est cette prise de conscience, et c'est tout ça que j'amène avec moi, transformé. Parce qu'on n'est plus comme avant, on n'est plus comme il y a 2 semaines, c'est impossible. C'est les autres qui nous font se transformer et s'enrichir. Guru Vanna Sere Om Bajja 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 Guru Vanna Sere Tam
Nous sommes dans le monastère de Djapré, un petit hameau perdu dans la montagne, comme c'est souvent le cas pour les monastères. Pasang a tenu à organiser ici une cérémonie propitiatoire avec une offrande de lumière pour attirer les faveurs des divinités protectrices du bouddhisme tibétain. Un rituel puissant, intense, qui placera notre entreprise humanitaire sous les meilleurs auspices. Cette pratique sera dédicacée selon la formule « pour le bien de tous les vivants » en la réalité absolue. Pasang Lama est un entrepreneur qui sait s'entourer d'hommes et de femmes motivés pour mener à bien ses projets humanitaires. On est frappé de voir avec quelle rapidité et facilité apparente ces projets sont menés à leur terme. On peut se demander pourquoi, par quel mystère. Peut-être parce qu'il sait faire se rencontrer les gens, qu'il est une passerelle entre deux cultures. Peut-être que la magie des chamans opère pour provoquer la générosité, ou c'est peut-être son expérience de Sherpa, guide de montagne, qui met patiemment un pied devant l'autre et qui finit par emmener son client sur les plus hauts sommets. C'est peut-être un peu tout ça à la fois. Attends, on est encore 200 mètres devant là.
ताकेको बिर्गल मैले ताकेको होइन मायालाई ताकेको रेशम झिलिरी उडेर जाऊ कि डाँडामा भन्छन् रेशम झिलिरी उडेर जाऊ कि डाँडामा भन्छन् रेशम झिलिरी Dangi dandama banjang resam firiri